Pour comprendre et pouvoir prendre en charge les troubles respiratoires du sommeil, il est important de comprendre la physiologie de la respiration et particulièrement au cours du sommeil. La ventilation est un mécanisme qui va assurer les échanges gazeux nécessaires aux besoins métaboliques de l'organisme et donc il va permettre d'assurer nos besoins en oxygène et d'évacuer, se débarrasser du CO2. Elle est soumise au contrôle comportemental volontaire tout d'abord, et là, comme exemple, c'est la parole, ou involontaire, et là, c'est le cas, par exemple, de la déglutition. Elle est soumise aussi aux états de vigilance et au sommeil et à leur modification. Ils vont modifier sa fréquence, sa régularité, son amplitude, et on a démontré qu'il existe de nombreuses interconnexions entre les neurones centraux qui commandent et modulent la ventilation et les neurones impliqués dans la genèse et la maintenance des états de veille-sommeil. Donc nous allons voir au cours de ce cours un rappel tout d'abord des centres respiratoires et de leur rôle, le contrôle ventilatoire à l'éveil et le contrôle ventilatoire au sommeil et certaines implications sur le plan pratique. Dans cette vue antérieure du cerveau, vous voyez bien, il y a les structures pontiques, donc le pont cérébral, et le bulbe rachidien, et les centres respiratoires vont s'étendre sur ces deux structures. Donc il existe deux groupes respiratoires pontobulbaires, le groupe respiratoire dorsal et le groupe respiratoire ventral. Ces deux groupes vont recevoir des afférences et vont envoyer des afférences. Donc, les afférences, vous avez deux types d'afférences. Vous avez les afférences qui proviennent de récepteurs mécaniques, les mécanorécepteurs. Donc, essentiellement les récepteurs pulmonaires à l'étirement et les récepteurs G pulmonaires, mais aussi des récepteurs qui vont prendre le chemin du nerf laryngé supérieur. Et puis vous avez des mécanorécepteurs qui existent essentiellement au niveau périphérique, au niveau du corpuscule carotidien. Ces groupes respiratoires vont envoyer aussi des efférences qui vont passer tout d'abord par le nerf 12 pour envoyer des messages au nerf génioglosse, et au muscle génioglosse, et les nerfs bulbospinaux qui vont aller vers le méponeurone qui contrôle le diaphragme et qui vont envoyer le message au diaphragme par l'intermédiaire du nerf phrénique au niveau de l'étage C4, C5, C6. Deux rythmes d'activité existent au niveau de ces centres respiratoires. Un type d'activité est sous forme d'automatisme respiratoire, c'est une sorte de pacemaker, et ce pacemaker va avoir un rythme automatique et permanent, et qui va alterner le rythme inspiration-expiration. Et puis il y a un autre rythme, un rythme de contrôle respiratoire. Ce rythme il est influencé par multiples facteurs, des facteurs externes et internes, pour adapter le fonctionnement de l'appareil respiratoire aux besoins de l'organisme. Donc ce réseau pontobulbaire respiratoire est un oscillateur générateur conditionnel. Ceci a été démontré par Henke en 1988. Et dans ce modèle-là, donc il y a deux activités. L'activité d'oscillateur qui est une activité tonique, c'est une sorte de pacemaker, et avec un rythme et une amplitude qui est presque constante, et un générateur phasique qui va modifier son rythme et son amplitude en fonction des afférences, et particulièrement en fonction des afférences provenant des chémorécepteurs. Ces chémorécepteurs sont influencés par les modifications de la gazométrie et ils seront inhibés éventuellement par l'hypocapnie et l'hyperoxie, et ce qui va entraîner une réduction de l'activité du générateur phasique, et ce qui pourrait expliquer les apnées qu'on va voir par la suite dans le cadre de la respiration de type Cheyne-Stokes. Ce réseau pontobulbaire est aussi sous l'influence du rythme V-sommet qui va agir sur l'activité de l'oscillateur et donc de l'activité tonique du réseau respiratoire.
respiratoire ponto-bulbaire. Nous allons voir maintenant le contrôle ventilatoire et son mode de fonctionnement au niveau des centres respiratoires. L'objectif du contrôle ventilatoire, c'est de maintenir une pression artérielle en oxygène et en CO2 qui est constante. Et ceci dépend de la boucle commande centrale, effecteur-capteur. La commande centrale va envoyer le signal aux effecteurs pour modifier le rythme et l'amplitude de la respiration. La résultante de l'action des effecteurs va se traduire au niveau gazométrique et au niveau mécanique, ce qui va transmettre les résultats au niveau des capteurs, et l'inférence va influencer à nouveau la commande centrale. Les principaux acteurs du contrôle ventilatoire sont tout d'abord les centres respiratoires, la commande centrale, les motoneurones respiratoires qui vont commander l'activité musculaire, les muscles des voies aériennes supérieures, le diaphragme, le principal muscle inspiratoire, et les muscles accessoires inspiratoires. Ceci va se traduire par une modification ventilatoire, puis par une modification gazométrique, et une modification de la mécanique ventilatoire, et donc ce qui va stimuler les mécanorécepteurs thoraciques ou les inhiber, ou stimuler ou inhiber les chémorécepteurs par les modifications de la PaCO2 et de la PaO2. Cette modification gazométrique va influencer surtout les chémorécepteurs centraux plutôt que les chémorécepteurs périphériques. Le résultat de l'activité des mécanorécepteurs et des chémorécepteurs va influencer la commande centrale à nouveau, et ainsi la boucle est fermée. Donc il y a trois types de modes de régulation qui vont influencer le contrôle ventilatoire. Donc on a vu qu'il y a des mécanorécepteurs, des chémorécepteurs, donc ça c'est la régulation chimique et la régulation mécanique, mais il y a aussi ce qu'on appelle la régulation comportementale. Donc cette régulation comportementale, elle dépend des influences suprabulbaires et des informations périphériques et qui sont liées aux modifications de l'environnement extérieur et de l'environnement intérieur. Leur importance est capitale pour les activités non ventilatoires de l'appareil respiratoire et qui nécessitent une modification des besoins de l'organisme. La régulation chimique, elle dépend essentiellement, comme on a vu tout à l'heure, des récepteurs, des chémorécepteurs, aussi bien carotidiens que centraux, mais surtout centraux, qui sont sensibles aux variations de la PaO2 et surtout de la PaCO2. Et cette régulation chimique est très importante au niveau du sommeil. La régulation mécanique, elle dépend de l'action des récepteurs pulmonaires et pharyngés qui sont sensibles à l'étirement, et leur importance pour moduler la fin de l'inspiration, essentiellement par les récepteurs mécaniques pulmonaires, et pour maintenir le calibre pharyngé optimal, essentiellement par les récepteurs pharyngés. Donc au cours de l'éveil, la régulation comportementale joue un rôle très important pour adapter l'activité respiratoire, ventilatoire, à l'effort, à l'émotion et aux différents besoins de l'organisme. On distingue deux types de régulation comportementale, une involontaire, c'est essentiellement le cas de l'effort, de l'émotion et les modifications ventilatoires qui l'accompagnent, et une régulation comportementale volontaire qui est sous contrôle cortical. En effet, la respiration peut à tout moment être volontairement modifiée, et l'influence corticale est nécessaire à un bon nombre d'actes quotidiens tels que la parole, la toux, la déglutition. Mais ces neurones corticaux impliqués dans cette régulation pourraient contourner le tronc cérébral et aller se projeter directement sur les motoneurones périphériques. Le second type de régulation, c'est la régulation chimique. Donc, cette régulation chimique nécessite un message afférent provenant de capteurs qui sont les chémorécepteurs. Il y a les chémorécepteurs périphériques. Ces chémorécepteurs périphériques sont situés dans les corpuscules carotidiens. Elles sont sensibles surtout aux variations de la PaO2, mais aussi à un moindre degré aux variations de pH et à l'augmentation de la PaCO2. Donc leur message afférent va transiter
par le nerf et arriver au centre bulbaire. On a vu les chémorécepteurs périphériques, et à côté de ces chémorécepteurs périphériques, il y a les chémorécepteurs centraux. Ce sont des récepteurs situés à la surface ventrale du bulbe et qui sont stimulés par les ions H+. En effet, l'augmentation de la PaCO2 va se traduire aussi au niveau des capillaires sanguins liés à la barrière hémato-encéphalique. Le CO2 accumulé dans les capillaires sanguins va traverser la barrière hémato-encéphalique et va entraîner la formation d'ions H+. Ces ions H+, vont aller stimuler les chémorécepteurs. Ces chémorécepteurs ne sont pas sensibles à la PaO2. Donc les ions H+, qui ont stimulé les chémorécepteurs vont entraîner un influx nerveux qui va aller stimuler les neurones inspiratoires au niveau du bulbe rachidien. Ces chémorécepteurs fonctionnent avec deux seuils d'activité. En effet, ce qui est en bleu, c'est le seuil d'hyperventilation, et ce qui est en rouge, c'est le seuil apnéique. Pour le seuil apnéique, c'est un seuil de PaCO2 au-dessous duquel le centre respiratoire vont entraîner une apnée. En réalité, ce seuil apnéique n'est pas visible au cours de la journée et ne peut se révéler qu'au cours du sommeil. Par contre, le seuil d'hyperventilation, il est fonctionnel au cours de la journée. Par contre, une fois ce seuil d'hyperventilation est dépassé, lorsqu'on dit seuil, c'est la variation, le taux de PaCO2 qui va déclencher une hyperventilation. Une fois ce taux de PaCO2 atteint, donc les centres respiratoires vont répondre par une augmentation de la ventilation. Et donc, cette réponse des chémorécepteurs va permettre de maintenir la concentration de PaCO2 dans une fourchette normale. Deux exemples où ces seuils vont se modifier de manière pathologique, c'est tout d'abord les sujets qui ont un syndrome d'obésité hyperventilation. En effet, chez ces gens-là, le seuil d'hyperventilation est très élevé, ce qui fait, malgré l'augmentation de la PaCO2, il n'y aura pas de variation de la ventilation, et cette variation ne va se faire que pour des PaCO2 très élevés. La conséquence, c'est donc l'apparition d'une hypercapnie diurne et nocturne. Le deuxième exemple, c'est le cas de la respiration de type Chien-Stokes. Ces gens-là, ils ont, à l'opposé du CGSOH, des chémorécepteurs qui sont très sensibles à la variation de la PaCO2. En effet, leur seuil d'hyperventilation, eux, est plutôt bas, et donc ils vont hyperventiler pour des chiffres plus ou moins normaux de la PaCO2. Ce qui caractérise cette respiration de type Chien-Stokes, c'est l'existence d'un seuil d'apnée qui est élevé. Ce seuil d'apnée élevé fait que pour des valeurs de PaCO2 qui sont habituellement normales, les centres respiratoires vont déclencher une apnée.